Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au régime transitoire, on va dire de base, puisque on va donc regarder comment évoluent les grandeurs électriques dans certains circuits qu'on peut qualifier de circuits de base. Alors, on a déjà parlé un petit peu de ce qu'était un régime transitoire, donc on a dit que notamment ce qui va beaucoup compter, c'est le temps que va durer ce régime transitoire. Donc on va essayer de trouver justement ce temps du régime transitoire dans ces différents circuits. Et donc pour ça, on va simplement étudier comment évoluent les grandeurs donc, dans ces circuits en partant des lois de base. Alors on va commencer par regarder le régime transitoire dans un circuit qui correspond en fait à la charge d'un condensateur dans une branche qui contient une résistance. Alors, un condensateur, lorsqu'on le branche à une pile par exemple dont la tension vaut 10 volts, on pourrait se dire il va avoir 10 volts à ses bornes. Le problème c'est que pour qu'il y ait une certaine tension aux bornes d'un condensateur, il faut qu'il y ait une certaine charge sur chacune des deux bornes, des deux plaques métalliques on va dire. Et du coup ces charges, il faut qu'elles viennent. Et donc, vu que l'intensité ne peut pas être infinie, les charges vont mettre un certain temps pour arriver sur le condensateur. Et donc, logiquement, ce temps va dépendre de la résistance dans la branche contenant le condensateur, puisque plus il va y avoir une grande résistance, moins les charges vont facilement pouvoir se déplacer, et donc plus il va y avoir de temps pour que le condensateur puisse se charger. Donc on va vérifier ça, on va voir à la fin que effectivement le temps de charge du condensateur est directement lié à la résistance, mais pas que. Alors on peut un petit peu spoiler entre guillemets, ça va dépendre aussi de la capacité du condensateur, puisque plus vous allez avoir de charge que vous allez stocker sur le condensateur, plus il va falloir de temps pour qu'elle puisse venir sur le condensateur. Donc ça va également dépendre de la capacité du condensateur. Alors comme je l'ai dit au début, donc pour étudier un régime transitoire, finalement il n'y a rien de neuf, il n'y a rien d'extraordinaire. On va étudier ce que donnent les lois fondamentales de l'électrocinétique. Donc ici on a une seule branche, on a un circuit pendant une seule maille, donc on ne peut pas utiliser la loi des nœuds, donc il suffit d'utiliser la loi des mailles. Mais avant ça, évidemment, il faut préparer le circuit en posant bien intensité et toutes les tensions en respectant les sens pour être dans les bonnes conventions. Donc le courant, logiquement, j'ai un générateur comme ça, donc le courant a priori devrait être dans ce sens-là physiquement. Donc je prends dans ce sens-là. Et ensuite, R et C sont deux récepteurs, donc je vais prendre leur tension dans le sens inverse de l'intensité. Voilà. Ensuite, j'écris la loi des mailles. Donc oui, je ne l'ai pas dit, mais donc mon objectif, ça va être de trouver l'évolution d'une des grandeurs électriques en fonction du temps, et on va choisir ici, comme grandeur qui nous intéresse, la tension du condensateur. Donc on va chercher à trouver l'équation sur cette grandeur, et ensuite on va la résoudre. Donc loi des mailles, donc il y a E dans un sens, il y a UR et UC dans l'autre. Voilà. E est un paramètre du problème, donc on le garde, on est content. Par contre UR, non. Donc on va essayer de remplacer UR en fonction de UC. Donc pour ça, déjà, on peut utiliser le fait que UR, c'est R fois I. Ça nous permet d'avancer. Et ensuite, l'intensité qui traverse R, c'est également l'intensité qui, entre guillemets, traverse C, qui rentre dans le condensateur. Donc je peux utiliser le fait que l'intensité qui rentre dans un condensateur, c'est égal à C fois la dérivée temporelle de la tension aux bornes du condensateur. Donc ici, UC. Du coup, je peux remplacer, ça nous fait, donc je vais écrire à gauche ce terme-là, ça fait RC DUC sur DT plus UC est égal à E. Donc voilà une équation que doit vérifier UC et dont uniquement UC est une inconnue, puisque RC et E sont des paramètres du problème. Donc on va essayer de résoudre cette équation, mais avant cela, on va faire apparaître un temps caractéristique, c'est-à-dire un temps qui dépend des paramètres du problème. Alors, on va voir que ce temps va être lié au temps de la transition, au temps du régime transitoire. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop, mais on a envie de faire apparaître un temps.
Alors comment le faire apparaître? Une analyse dimensionnelle très rapide permet cela. Vous avez ici une tension, vous avez ici une tension, donc il faut que ce terme-là soit également une tension. Or, DUC sur DT, c'est une tension sur un temps, donc forcément, il faut que RC ait la dimension d'un temps. Donc je vais poser que RC s'appelle taux. Donc, finalement, je peux réécrire cette équation d'une manière un petit peu canonique. Donc ça va être taux fois DUC sur DT plus UC est égal à E. Voilà, donc on a ici affaire à une équation différentielle, puisqu'il y a la grandeur qui nous intéresse et sa dérivée. Elle est linéaire, c'est-à-dire il n'y a pas, par exemple, de produit, il n'y a pas de carré. Elle est avec second membre et à coefficient constant. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, donc il y a une méthode générale en mathématiques. Vous l'avez vu, donc il s'agit d'abord de chercher la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire avec un second membre, c'est-à-dire E qu'on prendrait égal à 0, et ensuite chercher une solution particulière. Ici, on va le faire directement, un petit peu à l'intuition, pour essayer de garder un petit peu la signification de ce qu'est une équation différentielle. Donc si on analyse, ici il faut, donc on cherche UC, donc on cherche cette fonction du temps. Et donc il faut que cette fonction du temps soit telle que sa dérivée puisse se compenser avec elle-même. Donc il faut que la dérivée et UC puissent s'annihiler tout en gardant, tout en donnant une constante. Il faut que quand la UC et la dérivée s'annihilent, eh bien, il faut que le résultat de cette annihilation donne une constante. Alors déjà, comment est-ce que c'est possible que la dérivée puisse s'annihiler, se compléter avec elle-même? Eh bien, ça nous dit qu'il faut que UC soit une exponentielle, puisque seule une exponentielle donne une dérivée qui a, entre guillemets, la même tête qu'elle. Ça va être aussi une exponentielle. Alors après, selon ce qu'il y a dans l'exponentielle, eh bien, il va y avoir des termes devant. Et ça nous arrange, parce qu'ici, d'ailleurs, il y a taux. Donc il faut aussi que ce taux puisse bien fitter avec le UC. Donc voilà, déjà, première chose, il faut que UC soit une exponentielle. Alors ça ne doit pas nous étonner, hein, puisque l'exponentielle, on sait que c'est vraiment la fonction solution de toutes les équations différentielles linéaires. Donc voilà, quand même, déjà, ça va être une exponentielle. Mais en plus de cette exponentielle, eh bien, il va falloir qu'il y ait une constante, parce que lorsque l'exponentielle va se compenser avec sa dérivée, donc avec l'autre exponentielle, eh bien, il faut qu'il reste une constante. Donc logiquement, il va falloir que UC contienne également une constante, qui soit indépendante de l'exponentielle. Donc voilà pourquoi on va chercher comme solution générale eh bien, UC sous la forme suivante. Une exponentielle absolument quelconque, donc A exponentielle RT, ou KT, on s'en moque, donc avec A et R qu'on ne connaît pas, plus une constante que je vais appeler grand K. Il y a des chances que ça marche. Alors vérifions-le. Donc on va injecter dans l'équadif. Pour ça, on a besoin de la dérivée de UC. Donc quand vous dérivez UC plus K, ça fait 0. Il reste à dériver A exponentielle RT, on l'a déjà fait plein de fois, en tout cas avec d'autres fonctions. Donc le A reste devant puisque c'est un produit, il reste à dériver exponentielle RT, et attention, c'est pas juste exponentielle T, c'est exponentielle RT. Donc il y a une fonction à l'intérieur de l'exponentielle, donc il faut dériver la fonction à l'intérieur. Ici c'est simplement une fonction linéaire, donc la dérivée de RT c'est juste R, donc entre guillemets ça fait sortir R. Et ensuite elle-même, donc exponentielle RT. Voilà, donc, quand on injecte dans l'équadif, on remplace, ça fait taux fois la dérivée. Donc taux fois ce qu'on vient de calculer, AR exponentielle RT. Plus UC. Donc, attention, UC c'est tout ça. Donc, plus A exponentielle RT plus K. Et donc ça, il faut que ce soit égal à E à chaque instant. Et oui, puisque cette équation différentielle provient de la loi d'Émaille, qui est la loi que doivent vérifier les différentes tensions du circuit,
Ça doit être vrai tout le temps, que ce soit au début, au milieu, à la fin. Donc il faut que ce soit vrai quel que soit t. Alors, donc on voit ici que finalement on a 3 termes à gauche, mais que ces 3 termes sont très différents. Il y en a 2 qui sont des fonctions du temps, et un qui est constant. Donc ce que je vais faire, c'est que les fonctions du temps, je vais les mettre ensemble, et ça tombe bien puisque je peux mettre en facteur exponentiel RT, je peux mettre en facteur A exponentiel RT. Donc qu'est-ce qui reste? Eh bien à gauche, il reste taux et R. Voilà. Et ensuite, quand j'ai mis A exponentiel RT en facteur ici, bah, du coup il reste juste 1. Ensuite, donc plus K est égal à E à chaque instant. Donc ici, alors je ne sais pas si c'est extrêmement rigoureux comme analyse mathématique, mais en tout cas c'est assez intuitif. On a une fonction du temps plus une constante doit être égale à une constante. Donc forcément, vu que j'ai pas de fonction du temps à droite, eh bien il faut que cette fonction du temps soit nulle. Parce que sinon c'est impossible qu'une fonction du temps soit égale à une constante. Donc pour que ce terme-là soit nul, eh bien il y a plusieurs possibilités. C'est soit exponentielle RT est nulle, mais ça c'est pas possible, c'est une exponentielle. Donc, pardon, je vais quand même l'écrire ici, il faut que et ça, ce soit nul. Et du coup, bah, par identification, il faut que K soit égal à E. Donc, tout ça doit être égal à 0. Donc ensuite, c'est soit A qui est égal à 0, soit la parenthèse qui est égale à 0. Mais si A était égal à 0, eh bien, on aurait UC qui serait égal à une constante. Et ça ne serait pas possible. Pourquoi? Parce que, je ne l'ai pas encore dit, mais on va prendre comme condition initiale le fait que UC soit nul. Et donc, UC ne peut pas être tout le temps nul, puisque physiquement, il y a des charges qui vont venir sur le condensateur, et du coup, le condensateur va se charger, donc la tension va augmenter. Donc, si A était égal à 0, eh bien, UC devrait être égal à une constante, sauf que ça, c'est pas possible, puisque vu qu'on commence à 0, la tension va augmenter, donc ça ne peut pas être une constante. Donc A ne peut pas être également égal à 0. Donc finalement, c'est la parenthèse qui vaut 0, et K est égal à E. Donc on voit que quand on injecte la solution qu'on essaye de tester, eh bien on a une information sur deux des inconnus, des paramètres inconnus qu'on a introduits. En effet, donc on a R et K qu'on cherche, eh bien il faut que petit r soit égal, donc ça fait moins 1 qui va là, et divisé par taux, donc moins 1 sur taux, et il faut que K soit égal à E. Donc UC égale A exponentielle RT plus K est une solution de l'équation différentielle. Donc ça sera vérifié, et donc l'équation différentielle sera vérifiée, à la condition que petit r soit égal à moins 1 sur taux, c'est-à-dire moins 1 sur RC, et que K soit égal à E. À ce moment-là, on est sûr, on n'a pas besoin de le revérifier encore une fois, puisque on a trouvé R et K en vérifiant que ça marche. Donc on est sûr que R et K doivent valoir cela. Donc on peut conclure que UC est tel que, eh bien, ça c'est donné par A exponentielle. Donc je remplace R par moins 1 sur taux, donc moins T sur taux, plus E. Voilà. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la valeur de A. Parce qu'on voit qu'on n'a pas de contrainte sur A. Cette fonction, quelle que soit la valeur de A, sera bien solution de l'équation différentielle. Sauf que, physiquement, il n'y a pas que l'équation différentielle. Il y a également la condition initiale. Parce que l'équation différentielle, elle est vraie, quelle que soit la condition initiale, c'est-à-dire quelle que soit la charge initiale du condensateur. Que vous ayez un condensateur qui soit initialement chargé ou pas, la loi d'Emaille restera la même. Donc l'équation différentielle restera la même. Donc en fait, c'est pour ça qu'il reste un degré de liberté sur A. A n'est pas contraint par l'équation différentielle, puisqu'on n'a pas encore précisé quel était l'état de charge de départ de la capacité. Donc c'est raisonnable, c'est rassurant que A ne soit pas contraint ici. Donc par contre, pour trouver A, eh bien, on va utiliser la condition initiale. Donc ici, on va prendre le cas général, hein, c'est du cours. Après, en exercice, il pourrait y avoir d'autres conditions initiales. Donc on va prendre la condition initiale la plus logique, c'est que le condensateur, donc le condo, est déchargé. Donc s'il n'y a pas de charge dessus, eh bien on a vu que Q était égal à C fois UC.
Donc ça veut dire que UC initial vaut 0. Donc on sait que UC à t égale à 0 est égal à 0. Or, on sait que UC, c'est a exponentielle moins t sur tau plus e. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer UC par 0. Donc je vais écrire ça. Donc je le répète, donc ça c'est à n'importe quel instant t. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais écrire cette égalité à t égale à 0. Donc à t égale à 0, eh bien UC vaut 0, d'après ce qu'on a fait comme hypothèse. Donc UC à t égale à 0 vaut 0. Maintenant, que vaut le membre de droite à t égale à 0 ? On ne sait pas, mais par contre, on peut remplacer t par 0, puisque ici, t apparaît explicitement. Donc je remplace, ça fait a exponentielle 0 plus e, et exponentielle 0, c'est 1. Donc finalement, ça donne a plus e est égal à 0, donc a est égal à moins e. Et donc e est un paramètre du problème, donc on a bien trouvé la valeur de a qui correspond à cette condition initiale, le fait que le condensateur soit déchargé. Donc on a trouvé a, donc on peut maintenant conclure quelle est l'expression de la fonction qui décrit la tension du condensateur à chaque instant dans ce circuit, dans l'hypothèse où le condensateur est initialement déchargé. Eh bien c'est e exponentielle moins t sur tau plus, j'ai oublié le moins, plus e, qu'on peut également écrire e facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Alors, avant de faire une pause dans la vidéo, donc on va analyser cette tension, mais puisqu'on est dans les calculs, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite déterminer l'intensité dans le circuit. Parce que donc on a la tension. Alors on peut remarquer qu'on pourrait déterminer en même temps UR de T, puisque on connaît UC, on connaît E. Donc à chaque instant, la loi des mailles nous dit que UR, c'est égal à E moins UC. Donc du coup, si vous remplacez ça, eh bien, donc vous faites le petit calcul, ça fait E exponentielle moins T sur tau. Il nous reste une dernière grandeur électrique qu'on n'a pas déterminée, c'est l'intensité. Alors l'intensité, vous pouvez la déterminer de deux manières. Soit vous utilisez le fait que l'intensité, elle coule dans la résistance, et à ce moment-là, vous dites que I, c'est la tension au bord de la résistance sur R. Donc vous en déduisez que c'est égal à E sur R exponentielle moins T sur tau. Ou alors, vous dites que l'intensité, c'est l'intensité du courant qui rentre dans le condensateur, et à ce moment-là, vous utilisez que I, c'est C DUC sur DT. Alors, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais on devrait trouver la même chose. Donc on dérive par rapport au temps ça. Donc ici, 1, c'est une constante, donc ça fait 0. Finalement, il y a juste à dériver moins E exponentielle moins T sur tau. Et donc quand vous dérivez par rapport au temps exponentielle moins T sur tau, donc comme on l'a déjà vu quand on a injecté dans l'équatif, ça va faire sortir le coefficient devant T, donc ça va faire sortir moins 1 sur tau. Donc ça va être égal à C fois E sur tau. Alors pourquoi pas moins? Parce qu'il y a le moins qui est ici et le moins qui est là quand il y a moins 1 sur tau qui sort. Donc exponentielle moins T sur tau. Or tau, c'est R fois C. Donc le C se simplifie et on obtient bien E sur R exponentielle moins T sur tau. Donc avec les deux méthodes, on trouve bien la même expression pour l'intensité. Voilà, donc maintenant il nous reste à étudier ces fonctions donc pour pouvoir décrire le régime transitoire.